Cette semaine, dans le balado, on forme un petit club de moto. On s'écrit des lettres assez osées et on veut surmonter la maladie. Bienvenue à mon ciné balado en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff! Salut! Ça va? Ça va mieux que toutes ces histoires-là qu'on vient de décrire. Oui, pas de... Ah, ben la romance, c'est beau, mais en tout cas, l'amour interdit. Tu sens pas trop de spasme en toi? Non, c'est ça. Ben, je pense que c'est va. un peu, c'est un peu cruel faire des blagues avec ça, mais jusqu'à présent, pas de problème neurologique de mon côté. Excellent. Évidemment, on va parler de ce documentaire qui a fait énormément jaser cette semaine. Oui, avec les premières projections de Je suis Céline Dion, documentaire où Céline parle de sa maladie, le syndrome de la personne raide. Oui. Et avant de parler des sorties, c'est quand même une bonne fin de semaine avec des films assez intéressants. Permets-moi oui. de te parler d'un mot de notre commanditaire. C'est ce que j'allais dire. Ah, ok, je m'en allais vers là. Je m'excuse, je pensais que tu l'oubliais. Non, pas du tout. Cette semaine, le balado est commandité par le musée Huron-Wendat. Le musée Huron-Wendat travaille actuellement au renouvellement de son exposition permanente qui sera intitulée Wendat Indie, nous les Wendat. J'espère que ma prononciation est correcte parce que j'ai comme une note que les EN se prononcent IN, mais là, comme tout ça est à l'écrit, je sais pas s'il faut dire in. Je peux pas t'aider, malheureusement. Celle-ci mettra à l'avant des personnages importants dans l'histoire de la nation Huron-Wendat, des porteurs de la culture Wendat. Cela permettra d'adopter un point de vue Wendat sur les thématiques importantes pour la nation, notamment la façon dont elle a assuré une continuité dans son identité à travers les époques par sa résilience active, s'appuyant sur une tradition forte. Au fil d'une histoire marquée par certaines ruptures et des bouleversements majeurs, son inventivité et sa capacité d'adaptation ont rendu possible le maintien d'une culture vivante tournée vers l'avenir. Wendat Indie, nous les Wendat, ouvrira au public le 24 juin. Consultez le site www.museuhuronwendat.ca pour plus d'informations sur les heures d'ouverture et pour faire la réservation d'une visite guidée. Vous pouvez retrouver le musée sur Facebook et sur Instagram à musée Huron-Wendat. Puis je vais même inviter les gens, si vous allez sur place, à aller au restaurant La Traite. J'y suis allé pour la fête des pères. Oui. Et j'ai vraiment adoré, c'est excellent. Oui, c'est vraiment reconnu à travers la ville de Québec et la région et tout. Puis l'hôtel en général. Moi, j'étais déjà allé à ils ont une station balnéaire, là, des massages et des affaires comme ça aussi, qui est très cool. Non, de très beaux lieux. J'ai pas eu la chance de visiter le musée encore, mais c'est sûr qu'un jour, je vais le faire si je vais retourner. La prochaine visite. Bel endroit. Oui, tout à fait. Donc, petit tour d'horizon d'actu. Il y a quand même beaucoup de choses assez intéressantes et variées dans les nouvelles. Allons-y avec peut-être la plus grosse. En tout cas, je pense qu'il va intéresser les cinéphiles parce qu'on en jase depuis tellement longtemps, le fameux Megalopolis de Francis Ford Coppola. Oui. On se demandait quand est-ce qu'il sortirait en salle et là, on a la confirmation que ça va arriver sur les cinémas. Ouais, le 27 septembre. 27 septembre, effectivement. Ouais, Lionsgate, si je me souviens bien, qui a pogné ça, ce deal-là. Comme on disait, c'était comme bizarre parce qu'au lieu d'être. Ça a été autoproduit, autofinancé par Coppola depuis le début. Fait qu'il a comme dépassé les étapes où normalement tu as une association avec un studio. Mais là, c'était rendu tellement gros, justement, puis se rendre à Cannes et tout. C'est un film qui divise, puis ça peut être très payant aussi au box-office. Du thème ou taillis, ça donne envie d'aller le voir. Fait que, puis il avait même signé une entente avec IMAX quasiment personnellement en tant que propre producteur. Fait que là, Lionsgate vient d'embarquer là-dedans. Écoute, la plupart des films de Lionsgate se rendent au Québec. Fait que j'imagine que cela, l'ampleur puis l'engouement qu'il y a devrait se retrouver sur nos écrans, donc fin septembre. Tout à fait. Fait que je sais pas comment ils se sont arrangés parce que le film a quand même coûté 100 millions de dollars. Fait que j'ai l'impression que Lionsgate n'ont pas dû payer la somme au complet. Probablement une entente de partage de revenus. On te donne 30-40 millions pour partage. Ouais, soit une espèce de minimum garantie ou de juste... C'est comme un... Des fois, ça arrive, c'est juste une espèce de job de distribution de genre, nous, on prend 3%, peu importe ce qui se passe, puis toi, t'as le reste, là, ou 4%, là, mais... C'est vraiment ça, là, parce que je comprends qu'il y avait beaucoup d'argent en jeu. J'imagine qu'il veut pas tout perdre, mais il avait l'air d'être en mode all-in de « Regarde, j'ai fait
toute ma vie. J'ai Ouais, genre c'est ça. 80 ans, j'ai envie de tout mettre mon cash dans ce film-là. Puis c'est ça. Je veux faire ce film-là plus que tout au monde. Je me souviens pas, par contre, es-tu comme 2h55 ou une affaire... Je pense qu'il était assez long. Je pense comme un 2h30. OK, mais 2h30, c'est comme mais... long raisonnable pour ces affaires-là. Là. C'est parce qu'on a la semaine prochaine, il y a Kinds of Kindness. Ben, Ouais. spoiler sur la fin de l'émission, mais Kinds of Kindness qui est 2h45. Le premier Horizon est 3h. J'ai vu que le Comte de Monte Cristo qu'on va avoir à fin août est aussi 2h58. Ouais. Puis il me semble qu'il y a d'autres affaires cet automne là, que j'ai remarqué déjà que c'est vraiment une bonne année de film en longueur. film. Puis je sais que des fois, la perspective est un peu biaisée sur genre, il me semble tout le temps long, mais je pense vraiment que cette année, il y a beaucoup de films de 2h40 et plus. Puis sûrement que le genre Gladiator 2 va être aussi dans ces veines-là, puis etc. Fait que, bref. Sinon, l'information en fait qui est coulée, c'était un peu le patinage concernant Mission Impossible 8. Patinage de Tom Cruise, oui, je suis là. Ouais, t'es là. Donc, on sait que le film devrait sortir le 21 mai 2025. On sait que Paramount commence à être assez stressé par la franchise. Le 7, les coûts avaient explosé à cause de la COVID, évidemment. Ouais. Et ça semble être le cas encore pour le 8, que le budget serait rendu à 300 millions de dollars. OK. En bonne partie parce que Cruise, on sait, aime faire ses cascades, ses séquences d'action. Blessé, tout ça. Il s'est pas blessé, mais ça a l'air qu'ils sont encore plus grandioses et donc plus coûteuses pour la production. Mais c'est fou. Ce que je fais une parenthèse. On en reparlait, là, la fameuse scène de motocross, ces affaires-là, puis ils s'en servent pour faire de la promotion, rendu là et tout. Mais c'est comme... C'était une préparation genre de 6 mois... au travers du reste, pour faire du parachute, du motocross, des jumps, les deux ensemble. Tu pratiques dans un faux lieu, à un moment donné, construis la rampe, des simulations informatiques, des affaires comme ça. Fait que tu sais, 6 mois de préparation pour une cascade qui dure comme 1 minute dans le film, là, avec tous les angles et les affaires, qui ont tourné comme 5 fois, je pense, pour la faire. Donc 5 motocross qu'on explose en bas d'une pente. Puis... Fait que, tu sais, je sais pas combien t'évaluer ça, mais tu sais, mettons que c'est comme 15 millions pour cette séquence-là, qui est 1 minute dans un film de 2h40. Là. T'es comme... ça, Seigneur. Ça monte mais vite. c'est hot. Mais après ça, ce qu'on a vu malheureusement l'an dernier, c'est que finalement, le film n'a pas rapporté 1 milliard non plus. Il était un peu là l'enjeu, vu que les recettes étaient un peu décevantes pour le dernier volet. Fait que là, Paramount doivent être un peu nerveux pour le prochain film. Si on est déjà à 300 millions, le film n'est pas fini, on n'a pas fait le marketing non plus. Exact, fait que tu vas avoir un coût global de comme 500-600 millions. Fait que là, il faut que tu fasses 1 milliard. Ouais, c'est ça. Puis là, t'es comme break-even. Puis on peut pas dire non plus, ils doivent plus faire 100 millions en vente de Blu-ray. Là, non, c'est ça aussi. Fait que... Alors, fait que voilà, fait pour les mais ça va voir le jour, c'est juste qu'à un moment donné, ils vont peut-être... ça va finir juste avec des green screen, puis... On verra bien. Et parlons aussi de budget qui explose. C'est le cas aussi pour le projet de Formule 1 avec Brad Pitt. Je ne sais pas si tu en avais entendu parler un petit peu. Oui, il me semble qu'on avait dit ça, mais je me souviens plus c'est qui était à la barre de c'est Joseph Kosinski qui a tourné le dernier Top Gun Maverick, où Brad Pitt incarne comme un vieux pilote de Formule 1 qui va entraîner un jeune là, qui a de la misère et tout ça. Là, il y a Brad Pitt là-dedans? Oui, c'est Brad Pitt qui produit aussi. Pitt, j'ai mélangé avec Tom Cruise. Puis Brad Pitt, OK. Ouais, là, on est avec Brad Pitt. Avec là, le budget s'est rendu comme à 200 millions. Pour un film de Formule 1, on sait c'est pas ce qui est plus gagnant d'habitude. Ouais, ben là, on a vu, c'est pas la même affaire, mais tu sais, Gran Turismo, puis les films de char, c'est comme... C'est hot, puis il y a un certain public, mais c'est pas tout le monde, là. Effectivement. Fait que, mais on a annoncé la date de sortie, qui, lui, va être le 25 juin 2025, donc qui se place après Mission Impossible pour les écrans IMAX, c'est certain. Là. Ouais, mais c'est pas genre en même temps que Gilles Villeneuve? Villeneuve, c'est pas Noël prochain, je pense. Ah, je pense peut-être. Que c'est un film de Parce Noël. Que c'est 2025, là. Mais ouais, si ça serait l'été, peut-être qu'il va se tasser à ce moment-là. Mais je pense que les Américains, eux, on s'entend. Eux, ils vont pas se tasser. Là, non, c'est ça. Je pense qu'ils sont même pas au courant qu'il y a un projet. Mais pour les écrans québécois, c'est un bon enjeu, effectivement. Que Villeneuve, l'ascension d'un champion, si je me souviens bien. Ouais, ça se peut qu'à ce moment-là, ça va être plus l'automne 2025. Ouais. Et puis, sinon, d'autres dates. Fait que les nouvelles, c'est juste que tous les budgets débordent puis que le monde commence à capoter. Non, c'était le dernier pour les budgets. Mais on a eu une annonce surprise qui va peut-être plaire aux nostalgiques comme moi. Il y avait comme plusieurs rumeurs à travers les années, mais jamais rien de sérieux. Mais on aurait finalement droit à un Spaceballs 2.
OK, mais pas Rick Moranis. Écoute, on ne sait pas. Pour l'instant, c'est Josh Gad qui est derrière ça. OK. Il va être producteur et co-scénariste. Il joue également, on n'a pas annoncé qui jouait. Je mets un petit 2 qui va remplacer John Candy dans le rôle de Barf. Là. Il y a un casting pour ça, à moins qu'on ait avec des personnages originaux, ce qui n'est pas impossible. Mel Brooks va être producteur, mais tout le monde s'entend qu'il doit juste agir un peu comme consultant. Tout ça, là. À l'âge qu'il est rendu, je pense qu'il a comme 96. Là. Je pense pas qu'il va être très impliqué dans le day-to-day. Et c'est donc Amazon qui est derrière le projet. Puis on a annoncé, il y a un réalisateur, Josh Greenbaum, qui avait tourné Strays l'année dernière. Là, le film avec les chiens, la comédie, tout ça. Donc, ça semble assez sérieux. Là, écoute, je l'ai jamais vu. Là. Je connais quelques scènes, mais j'ai jamais vu le film. Est-ce que c'est Mel Brooks qui avait réalisé? À l'époque, il y avait, scénarisé, réalisé. C'était parmi ses... Je pense que c'est le dernier bon film. Là. Les autres qui avaient suivi, c'était moins intéressant, je trouve. Puis, ça va me donner le temps de le voir, si jamais il y a un deuxième. Mais c'est drôle, hier, je fouillais littéralement dans des DVD chez nous parce que je cherchais un film qui n'était pas sur plateforme et que je voulais revoir en vue du prochain Kevin Costner. Puis lequel? Open Range. J'étais comme, je l'ai jamais vu, puis je me souviens que quelqu'un m'a donné le DVD, genre c'est comme à la mode d'un peu faire son ménage puis dire on n'écoute jamais ça, puis moi je l'avais ramassé une coupe, puis j'étais je l'écoute lui. Puis j'ai trouvé Spaceballs, qui aussi quelqu'un a dû me donner, c'est peut-être la même personne ou autre, puis j'étais comme il faudrait bien que je l'écoute à un moment donné, puis je pense que je l'ai monté, en tout cas, bref, longue histoire, mes DVD sont dans des boîtes, je prévois les ressortir, mais c'est toujours pas fait. Fait que... je t'y invite. C'est peut-être un signe du destin que je suis mûr là, pour ça. Mais ça serait effectivement tout un coup de marketing si on réussit à revoir Rick Moranis, qu'on le sort de sa retraite pour qu'il reprenne son fameux rôle de Dark Helmet. Ouais, ben là, on sait pas, là. Il avait quitté pour s'occuper de sa famille puis des affaires de même. Oui, puis comme il était bien là-dedans, là, il n'a jamais senti le besoin de revenir, puis à chaque fois qu'il se faisait proposer de quoi, il trouvait ça inintéressant. Fait que juste... OK, c'est ça. C'est laissé aller comme ça. Même pour Ghostbusters, on voulait le revoir, puis il n'y avait pas d'intérêt à être là 5 minutes dans le film, là, puis faire le petit caméo de service. Là, fait que c'est ça. Fait que à suivre... mais moi, j'ai bien hâte. C'est rare que je vais parler de quelque chose. On n'a pas de date de sortie. En fait, le projet n'a pas été encore acheté, mais on a circulé ça à Cannes. Puis, je ne sais pas si ça va être cinéma ou un film de plateforme, mais j'ai capoté quand j'ai vu ça cette semaine. Allez voir ça. Billy Zane, qui jouait le fiancé de Rose dans Titanic, le méchant fiancé. Puis il avait fait un super-héros aussi à un moment donné. Oui, de Shadow. Shadow. Oui. Dans un mi-90. Là. Ouais, semi-néo-noir, machin, là, incarne Marlon Brando dans un film qui s'appelle Waltzing with Brando. OK. Et c'est hallucinant comment il se ressemble. J'ai été bluffé, là. C'est fou. Il y a des sites là, qui font des comparatifs, justement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'on s'attarde aux dernières années. Surtout... le bloc fin des années 60, fin des années 70 de Brando, là, comme une décennie de carrière où en fait il y avait une renaissance là, grâce à la Tango in Paris, puis le Parrain, puis tout ça. Puis on parle dans le film de quand il a acheté l'île à Tahiti où s'est installé, puis tout ça. Là, fait que c'est fou, il y a des photos qu'on voit dans le rôle de Vito Corleone, même dans le père de Superman au début, tout ça, Jor-El. Puis, écoute, tu iras voir ça, tape Billy Zane Brando. C'est comme un genre de pitch pour faire un biopic sur Brando? Ou... il est tourné, en fait. Ce que j'ai compris, là, on a juste trouvé un distributeur. Fait que là, on circule, parce que c'était pas attaché à un studio. Là. Fait que ça va peut-être convaincre des acheteurs, mais ouais. C'est surtout ça qui m'a bluffé, vraiment la ressemblance est hallucinante. Je veux dire, tant mieux si le produit est bon et que ça sera sur nos écrans et tout, parce que c'est le fun aussi de voir, il n'est pas déchu, là, à ma connaissance, il n'a rien fait de mal, c'est juste un acteur qui a déjà été gros dans les années 90, puis que là, il est juste plus à la mode, fait qu'on le voit plus nécessairement, fait que ça serait tant mieux pour lui s'il arrive à incarner quelque chose qui redonne un petit peu de mine dans le crayon dans sa carrière. Puis surtout que nous, on est plus jeunes, fait qu'on n'a pas vécu la folie Brando, mais dans les années 50, à la manière de James Dean, c'était comme... Il incarnait ce nouveau Hollywood-là, le comédien sensible qui s'ouvrait sur ses émotions, ses sex symboles. On va en parler d'ailleurs qui a influencé un des films de la semaine. The Bike Riders. Oui, mais tu vois, j'ai hâte d'en parler parce que il y a un côté James Dean qui est le personnage de Austin Butler, mais il y a un côté aussi... Brando, Tom Hardy.
Oui, c'est ça, parce que Tom Hardy aussi est un acteur quand même convoité, mais au caractère singulier. Oui, tout à fait. Fait que tout est dans tout. Wow. OK. Voilà. Sinon, je peux pas passer sous le silence 2 décès quand même marquants du monde du cinéma. Évidemment, près de chez nous, c'est Eric Canuel, le réalisateur de Bon Cop, Bad Cop, décédé à 63 ans d'une leucémie. Ça fait longtemps qu'il combattait un cancer. Et quand même un monstre sacré du cinéma qui n'a jamais été une grande vedette, mais qui a une longue carrière. Donald Sutherland, quand même. Un acteur qui est décédé hier. J'avais pas vu ça? Non. Ouais. 88 ans, quand même, décédé d'une maladie. On n'a pas spécifié quoi, là, mais ça faisait quelques années qu'il filait un peu moins. Fait que, quand même... Puis c'est drôle parce que, justement, là, j'ai quand même hâte à Horizon. Puis j'ai écouté quelques westerns récemment. Puis un que j'avais pas, puis c'était avec Kiefer puis Donald qui jouait le fils et le père de l'autre qui sont en chicane. Puis il revient puis ils défendent. Je me souviens plus du titre, mais c'est comme semi-récent, là, genre dans les 10 dernières années. Puis je me demandais s'ils avaient joué souvent ensemble ou pas. Je pense pas. Hein? Non, c'est ça. Puis tu sais, c'était comme un western ben normal, efficace, là, puis il dure comme 1h40, puis c'est comme très rapide. Fait que je me souviens plus sur quelle plateforme j'étais tombé là-dessus par hasard. Là, Tubi, probablement, ou quelque chose du genre. Puis... j'ai eu aussi écho parce que là, on a annoncé le prochain. Excuse-moi. Hunger Games. Hunger Games, c'est ça. Puis, on n'avait pas pensé à ça, mais c'est en écoutant Empire Podcast qui faisait référence au fait qu'avec la trame où on va se retrouver dans la temporalité, Kiefer pourrait reprendre le rôle de Snow parce que dans l'âge, il serait rendu à peu près là d'avoir une 50aine d'années, etc. Puis ça serait quelque chose de très intéressant. Mais là, tout ça, on dirait que fait encore plus de sens avec le fait que là, Donald vient de décéder, genre. Hey, mais ce mec-là doit avoir fait genre 150 films, près, projets partout. Je me souviens quand j'étais jeune à la télé, il passait tout le temps une espèce de film de merde excusez mon niveau de langage, mais de science-fiction, là. Ça se passait sur un bateau, puis il y avait des robots qui reprenaient l'apparence des humains. Ça me dit rien. Puis il y avait Donald Sutherland qui était le capitaine du navire et tout. Puis, il n'a pas fait que du bon, mais quand même fait assez des films marquants. Un MASH, entre autres, qui a donné suite après ça la série télévisée marquante du cinéma. Ordinary People, qui avait remporté l'Oscar du meilleur film en 80 de Robert Redford. Évidemment, JFK, pour moi, à mon époque, qui avait un petit rôle marquant, évidemment, comme l'espèce de whistleblower. Oui, c'est ça. Ouais. C'est là-dedans qu'il y a comme un petit chapeau, puis le trench coat, le petit chapeau melon un peu. Puis là, il se parle sur un banc de parc. Puis évidemment, les plus jeunes, dans Hunger Games, pour certains, évidemment, c'est le président Snow. Fait que, mais ça m'avait marqué quand lui et Kiefer, là, c'est sûr, à l'époque 24, comme, hey, c'est des grosses vedettes, on les voit dans plein de films. Je parle j'ai mélange un peu parce que... j'ai mélange pas ensemble, mais je parle des deux ensemble parce que c'est un solide duo père-fils qui ont un gros CV, tu sais. Oui. Puis à un moment donné, apprendre qu'ils sont Canadiens. Oui. Ça a comme fait, moi je pensais que des acteurs canadiens, ça n'existait pas, puis que ça se mélangeait pas, puis c'est comme, non, grosse carrière. Puis, plus que ça, je vais te l'apprendre, mais Donald Sutherland était un grand fan des Expos de Montréal. Ah ouais, OK. Elle allait pratiquement tous les matchs l'été parce que lui s'est remarié avec une Québécoise, une actrice québécoise. Fait que l'été, ils ont une maison encore à ce jour dans les cantons de l'Est. OK. Fait que l'été, il venait passer du temps ici. C'était un grand ami de Roger Brulotte. C'est drôle. Il se côtoyait, il allait chez lui, tout ça. Puis, fait qu'on peut le voir beaucoup au match des Expos. Puis, il était derrière le marbre, puis c'était comme sa place. Puis, très. Comme genre. Demande, là, il était très. Il se intégré aux gens. Puis c'est ça, comme genre Bill Murray avec les Cubs, mais Donald avec les Expos. Oui, tout à fait. Puis justement, on a parlé quelques années quand les Jays avaient fait les séries. J'étais tombé sur un. Les années Bautista puis Encarnacion. C'était peut-être. Non, je pense que c'est la dernière. C'est l'année passée, il y a 2 ans. OK, plus récent avec Vlad. Oui, c'est ça, Guerrero. Puis ça. Puis justement, elle critiquait le jeu de Guerrero qui s'était fait retirer, je pense, au 2e but, au premier, quand il y avait un coureur au 3e. Ouais, une affaire. C'est peut-être l'an passé, il y a 2 ans. Puis, fait qu'il parlait encore de... Maintenant, il supportait les Jays, mais qu'il s'ennuyait des Expos, puis que ça demeurait toujours son équipe, tout ça. Fait que, même une vingtaine d'années plus tard, il était nostalgique de ça. Fait qu'il est quand même proche de notre culture, proche de nous. Voilà. Faudrait que c'est quoi, c'est-tu des... Non, je sais que Kiefer, c'est plus Calgary, là, Alberta, mais Donald, c'est un Ontarien ou c'est aussi il vient l'Ouest? du Nouveau-Brunswick. OK.
Fait qu'il vient des Maritimes. Kiefer, je pense qu'il est né à Toronto. OK, Mais il était établi amené en Alberta ou je sais pas quoi. Ah, ça se peut. Mais, ouais. Ben, il me semble quand il s'était fait pogner pour son DUI, là, c'était en Alberta. OK. Il y a peut-être un pied à terre là-bas, un ranch ou quelque chose. Peut-être dans toutes les provinces. Ouais. Fait que Eh voilà, ben, pour donc. Donald Sutherland. Sinon, bande-annonce, aussi prolifique. Vraiment des choses que moi, j'ai bien hâte de voir. Ben, beaucoup d'horreur. Oui, c'est sûr. J'y vais. Ouais, Okay. nomme-moi quelque chose. Bon, ben, on va y aller avec... je pense que le plus gros film de la semaine, c'était Smile 2. Ouais. Sourire. C'est Sourire, 2, hein, c'est ça, ouais. Un film qui avait vraiment surpris... il y a déjà 2 ans. C'était pas... ouais, septembre 2023. Ouais, c'est ça. Puis... Fait qu'il y a 1 an. Fait que 22, non. En 22. Oui, 22, oui, je mélange les janvier. On est bien mêlés. Ouais, c'est un film d'horreur qu'on avait bien aimé. Ouais, puis ça, ce qui est cool, c'est que Paramount Universal ou Paramount, je mêle. C'était Paramount. Paramount pensait le sortir sur plateforme, puis ils ont vu que le buzz était bon. Probablement qu'ils ont fait aussi des projections privées, tests, exactement. Puis on dit, ben écoute, je pense qu'on peut l'essayer dans une période creuse. On n'a pas grand-chose à perdre là. On a investi quelques millions en publicité, comme on disait. Ça a fait un gros hit. Écoute, je me souviens plus des chiffres, mais un genre de 100 millions US plus le reste. Puis on fait OK, parce qu'on le sait, les films d'horreur, c'est pas pour rien qu'il y en a autant, parce que quand ça marche, c'est payant, ça coûte pas très cher. C'est sûr que 15 millions ouais, c'est ça. Il y a des Jordan Peele à 40 millions, ça c'est plus audacieux et tout, là, mais puis tant mieux, il faut que ça existe aussi. Mais des films d'horreur à 10 millions avec des acteurs et actrices pas connus, puis des premiers réals qui ont fait 2-3 courts-métrages cool, puis tu leur pitches ça, puis c'est une bonne porte d'entrée un peu dans le cinéma et tout, tu sais. Fait que pour ça qu'il y en a autant. Fait que quand il y a des belles histoires de même, ben c'était inévitable qu'il y aurait une suite, surtout que tu as une espèce de, je me souviens plus c'est quoi, de créature démoniaque ou quelque chose, une entité qui peut exister 1001 fois. Mais ce qui est intéressant dans Smile 2, c'est qu'on change complètement d'univers. On s'en va dans le monde du spectacle, puis de la danse, puis des pop stars. Un peu comme on va voir dans Trap. Ouais, aussi, c'est comme. finalement. J'ai l'impression que Taylor Swift a lancé cette ouais, peut-être, c'est ça. Ben, des fois, c'est ça en cinéma, parce que les affaires n'ont pas été produites puis écrites il y a 2 semaines. Hein. C'est juste, t'écris des choses, puis à un moment donné, on était. Peut-être que ça faisait longtemps qu'on n'a pas vu ça au cinéma, fait que 4-5 personnes ont eu la même idée à peu près en même temps, ou plus ou moins la même idée, etc. Fait que. C'est drôle parce que j'avais mes réserves sur la bande-annonce. C'est l'espèce de chanteuse vedette qui va être victime de cette espèce de monstre là, qui va se mettre à la terroriser autour d'elle, puis voir tous les gens avec leur sourire démoniaque. C'est comme une malédiction, finalement, quand on croise quelqu'un qui... Mais dans le fond, qui l'a, puis ça le force à se suicider, ben, fait que ça vient te hanter. Si t'es témoin du suicide, c'est toi qui l'as sur toi. Ouais, c'est ça, genre de tag barbecue. Puis... je trouvais que les plans, c'est sûr que c'est difficile parce que, je veux dire, à part des fois quelques shots, tu fais pas ton film pour une bande-annonce. Tu fais ton film, puis là, plus tard, dans la promotion, on ramasse des affaires. Qu'est-ce qui fait une bonne bande-annonce? Je trouvais que c'était beaucoup des plans larges, des plans fixes, sur des personnages très centraux. Fait que je trouvais les plans un peu similaires de l'un à l'autre. Puis hier, on m'a poussé la bande-annonce sur mon cellulaire, donc en format story très vertical. C'est drôle parce que là, ça sortait super bien parce que tu perdais tout justement ce fameux, je me souviens plus du film Scope ou Flat, mais tu sais, cette largeur-là qui finalement est des hôtels, des couloirs d'hôtels, puis des salles de répétition, puis des affaires, puis tu avais juste le personnage bien au centre de l'écran qui sur, je reviens tout le temps à ça, mais tu sais, un Ryzen, une affaire, c'est comme très vulgaire, là, je trouve. Mais là-dessus, j'étais comme, ça sort vraiment bien. Fait que je ne sais pas si des fois, il y a un peu le côté de... oui, les gens n'écoutent pas des films verticales sur leur téléphone, mais on connaît notre public, puis on le sait que c'est un film qui va se ramasser et être écouté ultimement sur des iPads puis tout. Là. C'est sûr qu'il est fait d'abord pour le cinéma et tout, mais des fois, je me demande s'il n'y a pas des choix un peu faits là-dessus, qui sont justement l'inverse de ce que des Scorsese puis des Tarantino vont faire, ou même Nolan, puis etc. Là, pas impossible. Mais en tout cas, moi, surtout pour les médias. Genre la bande-annonce puis la promotion, là, exact. Là, tu sais. Ça, c'est sûr que c'est tout formaté pour les réseaux sociaux, TikTok et compagnie. Ouais, c'est ça. Fait qu'en vertical, en carré, etc., plus que le grand truc large. Fait que, écoute, moi, je perds un peu d'intérêt parce que on le sait que ça va, on rentre dans la chaîne de on va en faire juste tant que ça va être payant. Mais j'aime l'idée que on va ailleurs avec notre prémisse. Oui, puis c'est Naomi Scott qui tient la tête d'affiche. Moi, une comédienne que j'aime beaucoup, qu'on avait découvert dans Aladdin.
Entre autres, la version live, je l'ai pas vu, mais... qui était quand même bien. Puis dans Charles Angels aussi, la nouvelle mouture. Puis c'est pas c'est dans ça, les Fast and Furious aussi, dans les derniers, il me semble. C'est elle qui fait la craque d'informatique. Ah, là. OK, ben oui, Ouais, c'est ça. Fait Okay. que, moi, j'ai bien hâte de voir, honnêtement. Puis je pense qu'il y a une mythologie qui est installée qui peut être vraiment intéressant. Là, l'idée, c'est est-ce que ça va être un peu du surchauffé ou on nous présente quelque chose de vraiment surprenant. On pourrait être juge de ça. Le film sort le 27... je l'avais noté. Non, c'est en octobre. Ça va être le gros film d'octobre, le 18 octobre. Okay. C'est le gros film d'Halloween, finalement. OK, ouais, 2 semaines avant l'Halloween. Puis parfait. Puis, est-ce-tu le même réal ou c'est... Oui, c'est Parker Finn que je pense qu'effectivement, c'était comme dans ses débuts ou presque, mais au moins, c'est le fun que ce soit le créateur de cet univers-là qui revient pour un autre film, là, parce que c'est toujours le danger quand tu passes à n'importe qui. Ben, c'est ça. Et puis, tu sais, voyons, j'oublie son nom, là, lui qui a fait les conjurations pis ces affaires-là de John... Ouais, James Wan. James Wan, c'est ça. Il a commencé de même, là, avec un film, 2 films, puis tout. Fait que peut-être que Parker Finn va être le prochain gros producteur d'horreur dans 10 ans, puis on va dire, ben oui, souvenez-vous, quand il a fait Smile. Effectivement. Qui sait? Restons dans le weirdo avec le prochain A24 de Front Room, film des frères Eggers, de Max et Sam, qui sont les frères de Robert Eggers. Ah, OK, c'est ça, je sais là. Fait que là, c'est encore plus intéressant. Puis ça met en vedette Brandy, la chanteuse pop. Ouais, des années 90. Ouais, là, c'est ça qui était... Mais c'est comme drôle parce qu'elle doit avoir passé 40, là, ouais, mettons, 42, 3, là, c'est ça. Puis, ben, d'après moi, elle doit être née début 80, là. Fait que moi, je pense pas qu'elle est née en 84, là, je serais surpris, là. En tout cas, bref, mais elle a l'air de jouer quelqu'un de comme 32, là. Mais elle look, là, c'est pas comme... bref, je trouve ça juste drôle, probablement que je serais curieux d'apprendre qu'elle a 46 ans, là, tu sais, puis... je vais aller regarder pendant que tu... Ouais, ben là, j'ai quand même de la misère à résumer ça. C'est un couple, elle est enceinte. Ouais. Sauf que là, quoi, le grand-père meurt ou quelque chose. C'est le père du mari. Le père, ouais, c'est ça. Fait que là, lui, il se retrouve à devoir héberger sa grand-mère. Non, c'est sa mère. C'est sa mère, C'est sa mère, mais comme assez vieille. OK. Oui, c'est ça. Je l'associe à grand-mère, mais bon. Fait que elle vient vivre chez eux, sauf qu'elle est comme... Finalement, on réalise qu'elle est convaincue qu'elle est genre possédée ou qu'elle a une espèce de force divine en elle. Le Saint-Esprit. Quelque chose qui fait un peu Sainte Maud au travers de ça, puis qu'elle veut utiliser cette force-là un peu contre sa bru ou ce qu'on comprend, c'est qu'elle en veut à l'enfant peut-être. Il y a quelque chose aussi, là, parce qu'elle essaie de créer, parce que finalement, elle est enceinte. Oui, c'est ça. Là, on voit qu'au courant de l'histoire, le bébé va naître. Là, puis... Fait que c'est des images assez creepy, honnêtement. Oui, c'est ça. C'est un truc pas... On est plus thriller psychologique que film d'horreur. Oui, c'est ça. Puis, comment dire, A24 est délimité dans le film à 10 millions, comme tu as dit. Là, pas, Fait que c'est beaucoup sur les ambiances, les cadrages et tout ça. Fait que je trouve qu'on est un peu dans la vibe Get Out, probablement avec le propos racial peut-être qu'il va y avoir. En tout cas, moi, j'ai bien hâte. Bien curieux. Début septembre pour ça. Ça s'en vient. Oui, c'est le 6 septembre. On ne sait pas encore au Québec qui distribue, mais tu sais, A24 a fait sa niche, fait que pas mal tous les films maintenant sont achetés par entre 2-3 distributeurs ici, puis on y a accès sur nos écrans. Là. Puis pour le 18 octobre, il y a une autre offrande aussi vraiment intéressante, si jamais le film d'horreur, c'est pas votre tasse de thé. C'est le film A Real Pain de Jesse Eisenberg, deuxième réalisation, qui a eu un gros buzz à Sundance, qui a gagné le prix du jury. Je pense qu'il va se positionner dans les films à prix pour les différentes cérémonies. Ouais, ben je pense que c'est un Fox Searchlight, là, fait que c'est comme la bande de plus sérieuse, film d'auteur. Ouais, de films d'auteur, exactement. Les Yorgos Lanthimos sont tous là-dedans aussi. Puis avec Jesse Eisenberg, puis... Kieran Culkin. Ouais, c'est ça, le frère Culkin, qui joue deux frères... Deux cousins, pardon. D'origine polonaise qui retournent en Pologne au temps contemporain là, pour comme visiter puis revoir les racines. Oui, de leur famille, de leur grand-mère, je pense, qui est décédée, puis comprendre un peu l'histoire de la Deuxième Guerre et tout, mais sur fond un peu comique, là, c'est-à-dire que eux sont deux personnalités très à l'opposé, fait qu'il y a un peu ça aussi, là, je pense qu'on voit dans la bande-annonce. Fait que c'est un film qu'on dit beaucoup de bien, produit par Emma Stone aussi encore. Ah, yes. C'est réalisé par Eisenberg, ça? Oui, c'est réalisé aussi, c'est ça. Qui avait donné quand même l'étonnant When You Finish, attends un petit peu, Saving the World, When avec You Finish Saving Phil the World. Wolfhard puis Julianne Moore. Ouais.
qui est un beau film de récit d'apprentissage, un peu différent, tu sais, fait que je trouve qu'il a son style à lui, son humour, puis aussi scénariste et tout ça, fait que puis Kieran Culkin qui est vraiment surprenant, je pense que c'est vraiment le plus talentueux des deux frères, je pense qu'ils sont plus que ça, mais entre Macaulay et lui, quand même, Kieran a réussi à se forger une feuille de route impressionnante. Moi, j'avais adoré dans Scott Pilgrim à l'époque. Puis une série que j'ai pas écoutée, mais je sais qu'il y a un gros buzz, c'était Succession, qui a gagné un Emmy justement comme acteur de soutien, je pense, l'année dernière. Fait que il y a eu beaucoup de succès avec ça. Fait que A Real Pain, je pense que ça va être un des films vraiment intéressants à voir. Un vrai pain. Oui, un vrai pain. Et dernière bande-annonce, je sais que ça en fait beaucoup, mais plus proche de chez nous, c'est Tous toqués. Oui, on n'a pas parlé la semaine passée. On avait dû parler la semaine passée? Je suis mêlé. J'ai vu que c'est sorti le 16. On était dessus le 17 ans. Ok, ça se peut. C'est peut-être moi qui n'en... Non, la semaine passée, c'était le 14. C'était le 14, donc on n'aurait pas parlé. OK. Des fois, là, on perd le fil, mais les choses sortent le lundi, puis nous, on enregistre le vendredi, puis ça sonne comme si c'était la semaine d'avant. Mais non, je pense que non. Je pense qu'on n'avait pas parlé. Fait que bref, c'est le nouveau titre de le. Ouais, j'ai pas gardé mes la notes. Douanière et le passée, chef, ou c'était le chef et la douanière? C'était le chef et la douanière avant. Coproduction Québec-France avec Julie Le Breton et Édouard Baer. Ouais. On a renommé le film. J'ai vraiment l'impression qu'on en a parlé, par exemple. Mais c'est peut-être qu'on en parle au bureau. C'est ça. Au pire. Si on se répète. J'espère qu'on est conséquent ce qu'on a dit la semaine passée. C'est ça. Puis, c'est ça. Puis pour Manon Brillant, la réalisatrice, ça sonnait aussi comme un titre de travail. Fait qu'on en profite pour changer le titre. Tout stocké, donc il fait référence au chapeau de chef cuisinier. Fait Écoute, je pense qu'on avait parlé, mais juste du changement de titre. Il me semble que la bande-annonce n'était pas sortie. Mais là... Hey, ça se peut. Bref, Julie Le Breton qui joue une douanière dans un assez rigide et sévère, dans un petit village, là, comme pas mal toutes les douanes. Puis sa fille veut participer à un concours de cuisine, mais n'étant pas très douée, elle va faire la rencontre du chef français avec qui elle va demander de l'aide, dans le fond, pour aider sa fille à pas avoir l'air niaiseuse, mais lui est comme non, si on y va en grand, puis il faut gagner. Fait que ça va créer une espèce de relation là-dedans. Mais le changement de titre faisait aussi référence à, en l'appelant le chef et la douanière, ça avait l'air plus d'une histoire romantique quasiment entre les deux, puis c'est pas ça. Là. Peut-être que c'est un peu, mais elle disait c'est pas ça l'histoire principale, c'est vraiment plus une comédie familiale, une aventure d'apprentissage et autres. Si ça se trouve juste d'ouverture vers l'autre, là, qu'il y a vraiment une romance. Ouais. Fait que non, ça a l'air très sympathique. Puis écoute, peut-être que la poutine va devenir un mets. Ouais, c'est ça. Il demande comme favori. aux locaux de genre créer des affaires là, qu'on voit dans mon annonce, puis là, des variantes de poutine qui ont l'air horribles. Ah oui, on met du fromage en grains en dessous de la c'est peau ça, du comme poulet. entre la peau et la chair. Moi, ça me donne envie de rester végétarien. Ça me convainc. Donc, allons-y avec les sorties de la semaine, puis restons dans le québécois, pourquoi pas? Bien sûr. Avec Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles de Lynn Charlebois, dont c'est un retour au cinéma pour le grand écran. Oui, Lynn qui nous a offert l'iconique Borderline en 2008. Peut-être, oui, c'est ça, à peu près. Puis elle ouais. avait raflé plein de prix, des Jutras à l'époque, si je me souviens bien. Qu'est-ce qu'on retrouve ici? Il y a une mise en abîme, en fait. Globalement, on va dire que c'est un film biographique sur la relation platonique entre le frère Marie-Victorin, qui est le fondateur de l'ouvrage La Flore laurentienne, donc un des premiers à avoir étudié autant toute la flore québécoise. Et il a aussi fondé ultimement le jardin botanique, oui, c'est ça, de Montréal. Puis c'est sa relation platonique, parce que lui, c'est un frère avec Marcel Gauvreau, qui était une de ses étudiantes et qui l'a aidé beaucoup dans la création de ce concept-là. Puis c'est comme deux fans de science, même si religieux, qui ont travaillé à décrire même l'orgasme, puis qu'est-ce que c'est un peu l'amour, tout en étant chaste. Fait que c'était beaucoup... il s'écrivait beaucoup de lettres, l'une et l'un à l'autre. Puis éventuellement, là, dans notre monde contemporain, genre en 2018-2019, on a publié ces lettres-là. D'abord celle du frère Marie, puis par la suite celle de Marcel Gauvreau. Mm-hmm. Et ça a permis à Lynn Charlebois d'écrire tout ça et de connaître un peu plus de secrets derrière ça. Mais la mise en abîme dans le film, c'est que les deux comédiens principaux, donc Alexandre Goyette et Mylène Macaille, jouent des comédiens, donc Antoine et Roxane, si ma mémoire est bonne,
qui vont jouer donc Marie-Victorin et Marcel dans un film. Fait qu'eux aussi, l'histoire d'amour qu'ils sont en train de jouer se répercute sur eux, les personnes qui ils sont, puis dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que le personnage de Goyette est déjà un acteur assez établi. Elle a comme une certaine admiration envers lui, là, cette espèce d'écart d'âge que même les autres ont. Fait que il y a tout ce côté-là. Un peu méta. Ouais, un peu méta, puis très intéressant, Oui. qui vient pas alourdir le film, mais plus complexifier un peu, je trouve, puis permettre de présenter des choses, puis sortir de l'espèce de carcan traditionnel de « il est né en 1901 et il a fait telle affaire », genre blablabla. Fait que... bref, je repasse la balle un peu, là, si tu veux. Tu l'as dit, je pense que c'est cette approche-là au scénario qui m'a surpris. Parce que je le voyais un peu dans le synopsis, mais ça demeurait un peu cryptique. Mhm. Fait que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Justement, on sort du carcan de la biographie traditionnelle. Fait qu'au niveau scénaristique, le film est vraiment intéressant pour ça. J'avoue que je connaissais de nom ces personnages-là, mais je ne connaissais pas vraiment rien de leur histoire. Tu sais, j'ai même appris que c'était le fondateur du jardin botanique, c'est tout dire. Mais j'ai vraiment embarqué dans l'histoire. J'ai trouvé ça intéressant. Je trouve que c'est un pan de notre histoire qui méritait d'être raconté parce que ce qui est intéressant, c'est dans cet échange-là épistolaire, ils étaient très avant-gardistes pour quand même des gens très croyants. Oui, Donc, puis là, on est quoi, en 1940? Ouais, c'est ça, fin des années 30, début 40, où ils parlaient les deux ouvertement de sexualité, d'orgasme. Et ils cherchaient à comprendre, à décomplexifier la chose aussi, comme quoi que c'était quelque chose de beau. Oui, il allait un peu comme Kinsey a fait plus tard. Il allait beaucoup interviewer des gens sans Kinsey, c'est qu'il a fait une échelle, genre sur comme 1000, je sais pas combien d'Américains. Eux, il allait 2, 3, 4, 5 autour d'eux, là, qu'on croit comprendre, mais tu sais, décris-moi un orgasme, c'est quoi qui se passe, blablabla, tu sais. Non, c'est ça, ils étaient très avant-gardistes au niveau de leur pensée dans ce Québec-là qui est encore très replié sur soi. Pour un prêtre, là. Ben oui, un religieux, évêque, là, je sais effectivement. pas, en tout cas, mais ouais. C'était quelque chose, un frère. Fait que, puis les comédiens sont excellents. Alexandre Goyette et Mylène McKay sont vraiment très bons dans leur double rôle. Fait que, a priori, j'étais peut-être pas le public cible pour ça, mais je pense que c'est vraiment un film qui va plaire à un plus grand public qu'on pense. Oui, c'est ça. Puis encore là, je pense que c'est une œuvre utile et nécessaire, je pense, à voir pour notre mémoire collective. Ouais, puis tu vois, moi aussi, j'y allais avec... pas des réserves, mais tu sais, une certaine appréhension de je pense que je suis pas le public cible, mais je veux bien me prêter au jeu. Puis j'ai vraiment apprécié ça. Super belle réalisation, vraiment des beaux plans et tout, que je m'attendais pas. C'est comme le film est meilleur à tous les aspects que je pensais. Je note beaucoup la musique du trio Viviane Audet, Robin Joël Cool puis Alexis Martin, qui n'est pas le Alexis Martin qu'on connaît, qui ont fait plusieurs musiques. Ils ont chacun leur carrière un peu solo, mais beaucoup de trames sonores. Ils ont fait Arsenault et Fils, entre autres. Robin Joël Cool, il commence à être comédien aussi. Il est dans la série... il était un petit peu dans Arsenault et Fils. C'est un Acadien, fait qu'il jouait un des... avec Coco Bellivo, puis tout là, des petits malfrats aussi. Oui. Puis, mais il est aussi dans la série avec François Bellefeuille, là, qui se passe aux îles de la Madeleine. Aux îles de la Madeleine, là, il fait un des vétérinaires et tout. Puis, c'est ça, la musique orchestrale qu'ils ont faite pour ça, beaucoup de violons et tout. Ça peut sembler classique un peu, mais c'est vraiment bon. C'est vraiment une très bonne trame sonore. Puis, il y a aussi au générique de fin, c'est une reprise de Daniel Bélanger avec Salomé Leclerc. Je mélange souvent Salomé Corbeau et Salomé Leclerc, laquelle qui fait de l'impro, laquelle... C'est Leclerc. Leclerc, c'est ça. Puis, c'est ça, que super belle musique dans le film. Puis, on a fait dans le fond, il est déjà en ligne, peut-être l'avez-vous écouté, épisode spécial où on a pu parler avec Lynn Charlebois, mais avec aussi les comédiennes Mylène McKay et Sylvie Moreau, qui a un rôle secondaire dans le film. Fait qu'on parle entre autres de la musique et de tout ça, de qu'est-ce qui a fait que ça a pris 15 ans à Lynn avant d'arriver avec un autre film. Là. C'est pas parce qu'elle dormait au gaz, là. Des fois, c'est juste le timing. Ouais. Voilà. Fait que, bref, je sais pas, je recommande quand même à tous, dès que vous avez un intérêt pour le film, c'est pas un film juste pour, c'est pas l'image, mais tu sais, le troisième âge. Des fois, il y en a des films que c'est plus ça le public cible, mais lui, je pense qu'il faut le voir largement. Il y a quelque chose de cinématographiquement très intéressant dans Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles. Vraiment, tout à fait. Une très, très belle réussite. Restons dans le semi-québécois, disons ça comme ça, avec un documentaire sur Céline, évidemment,
qui a fait jaser beaucoup cette semaine. I Am Céline de I'm Céline Dion. I Am Céline Dion, j'ai oublié le. Oui, je suis Céline Dion ici. Il n'y a pas de version française, en version sous-titrée en français. Ce qui arrive, des fois, c'est les événements sporadiques. On n'en parle pas nécessairement, mais le film est au cinéma 3 jours seulement. Donc, j'espère que vous nous écoutez assez à jour. Ouais. Donc, 21, 22, 23 seulement, la fin de semaine de la Saint-Jean, mais même pas le lundi. C'est juste là qui est exclusif pour le cinéma avant de se retrouver sur des plateformes. Mais on en parle parce qu'il y a vraiment un gros buzz autour du film. Les ventes de billets, de ce qu'on a compris, vont très bien et tout. Et c'est Céline Dion. Je sais que les copies sont très limitées pour le Canada, puis il y a genre la moitié de ça qui est vraiment dédié pour le Québec. Là, ouais. On aime Céline, puis Céline nous aime, nous le rend bien aussi. Là. Même si elle vit à Vegas, elle n'a pas oublié le Québec. Moi, je le savais même pas. Je savais que Céline était comme en pause, mais je ne savais même pas que c'était connu, ce qu'elle avait. Fait que, il y a des extraits rapidement dans le film qu'on comprend. Ça a été dit aux nouvelles. Elle a le syndrome de la personne raide, c'est-à-dire qu'elle a un problème neurologique à un moment donné, tous ses muscles se raidissent, puis ça affecte aussi ses poumons, ça affecte tout. Et le film a fait, pas controverse, mais a fait jaser parce qu'on voit une de ces fameuses crises-là vers la fin, un peu au début, puis une plus grosse vers la fin du film. Puis là, il y a eu des gens qui se sont évanouis, puis des choses comme ça. Et, écoutez, c'est rough, c'est vraiment dur, surtout quelqu'un qui est en adoration devant cette personne-là. Mais je trouve Elle pas avait que beaucoup d'empathie. Oui, c'est ça, mais je trouve pas que c'est comme choquant. Non, je non, trouve que ça a sa place dans le documentaire ouais. parce que ça nous aide à mieux comprendre cette difficulté-là et tout. Oui, ça fait un peu voyeur, mais c'est au bout de 1h40 de documentaire que ça arrive, fait qu'on a comme bien préparé à ça. Le documentaire... Oui, vas-y. Ouais, je vais juste rapidement. Je trouve la force de cette scène-là, c'est que tout au long, on nous montre des extraits où elle est au top. Oui, c'est ça. De sa carrière, puis là, on la voit frêle et brisée. Et fait que cette scène-là est encore plus frappante de dire hey, elle a connu ça, puis elle est rendue là. Waouh, quand même. Ouais, c'est ça, un genre triste destin. Là. Crise de raideur, ça a l'air d'un demi-sous-sol d'un physiothérapeute. Ouais, c'est comme là, si genre... c'est figé, vraiment, ouais, là, comme le film Awakenings là, avec Robert De Niro. Ah, je sais pas. C'est un peu okay. un vieux film. Puis, puis tu sais, je vous le dis, elle est comme... Tu sais, c'est filmé, donc ça a donné que l'équipe la suivait. Elle a eu ça, mais comme est entourée justement de ses physiothérapeutes au moment où ça arrive, puis tout, là, fait qu'elle n'est pas comme à l'épicerie ou sur scène, puis elle capote, là, tu sais. C'est pour ça que le contexte fait que ça va, puis on le sait qu'elle s'en sort de ça, là. Fait que, il y a un cadre qui rend ça bien légitime, puis elle a dû accepter. Il demande même, genre, tu veux-tu que les caméras partent? Elle dit non, c'est beau. Puis qu'après, quand elle a dû parler avec la réalisatrice Irene Taylor, de genre, ben oui, regarde là-dedans, c'est bien cool, tu sais. Fait que, mais c'est comme un aperçu de où en est toute sa vie. Fait qu'il y a un petit côté de genre, oublions pas qu'elle vient, pour ceux qui le savent pas, tu sais, qu'elle vient du Québec, qui était 14 frères et sœurs, qu'elle est d'un milieu pauvre, puis c'est à quel point la musique, c'est non seulement toute sa vie, mais c'est juste ça qu'elle sait faire, mais elle est genre incroyablement talentueuse là-dedans. Puis nous, des fois aussi, c'est qu'on est comme... C'est un peu comme Denis Villeneuve, là, t'as les deux gros noms où, il y a quelques années, on parlait aussi de Guy Laliberté, puis les gros noms qui sont allés loin. Ouais, nos ambassadeurs. Loin du Québec, puis sont partis ailleurs, tu sais. Puis... Mais nous, on les voit gros parce que, waouh, ils réussissent à faire là-bas. Mais quand tu prends même la perspective des Américains qui produisent ça, puis d'une tournée en Asie, puis en Australie, puis t'es comme, OK, c'est pas juste gros qu'elle ait quitté le Québec pour s'établir là. C'est comme si Denis Villeneuve gagne le score du meilleur réal, puis du meilleur film, puis de telle affaire. C'est comme, c'est pas juste nous qui trouvons ça impressionnant qu'il soit rendu là. Là-bas, il trouve... Son talent est reconnu. Puis c'est ce qui arrive avec Céline Dion, qui a genre 27 albums, puis qui en fait encore en français. Puis ça, comme on disait, dans le docu, il y a beaucoup de tunes en anglais, parce que quand même, la majorité de son répertoire l'est, mais il y a des tunes en français aussi dans les extraits, puis c'est le fun. Puis j'étais comme... Les vrais fans, là, des die-hard fans de Céline, ils l'écoutent d'eux, même s'ils comprennent rien des paroles, puis ils ont dû aller sur Google pour les traduire, puis faire « Ah ouais, I'll go where I go, j'irai où tu iras, qu'importe la place, tu sais, blablabla. » Fait que c'est pas un documentaire qui est juste comme pour les fans. Moi, je connais de la culture pop, c'est qui Céline, mais je suis pas un die-hard fan. J'ai jamais vu en spectacle, même quand c'était gratuit ici à Québec, je n'étais pas allé, tu sais. Mais j'ai trouvé ça super intéressant, ça replace. Puis ça, je sais que c'est pas au centre du récit, mais tu sais, ils vivent quand même dans l'opulence, là, puis on peut pas y en vouloir, là, ils sont multimillionnaires, puis ils ont tout, tu sais. Fait qu'on voit pas René Charles, parce qu'il y a comme 23, 24. Ça a été tourné comme peut-être en 2022 à peu près. Fait qu'il est pas, il est plus à la maison, mais on voit Eddie puis Nelson, genre les deux jumeaux, puis
leur gaming room, puis toutes leurs affaires, tu sais, puis tu vis à C'est pas le même monde. Là. Ouais, tu vis à Las Vegas dans une grande maison. On voit aussi qu'il y a plusieurs endroits qui sont un petit peu inutilisés parce que probablement que c'était René Charles, un gym d'entraînement, des affaires de même, il doit y avoir des affaires. Ring de lutte à l'extérieur. Ouais, c'est ça, il doit y avoir des René aussi qui sont plus là. Il y a une visite dans un gros entrepôt, ils gardent comme tout, là, les dessins des enfants, les toutous, ses vêtements, tu sais, quand elle porte une robe, elle explique, là, je porte une robe une fois pour un gala. Je peux plus remettre cette robe-là, elle est ben trop excentrique puis faite sur mesure, là, ça... mais elle les conserve, fait qu'ils ont une espèce d'entrepôt géant qui loue à quelque part où il y a tout du vieux stock puis des souliers. Beaucoup d'images d'archives, comme on dit, des vieilles affaires de la petite Céline du Québec. Puis des petites entrevues en français aussi. Ouais, c'est ça, puis des gros extraits de show là, partout, de toutes les époques, toutes ces coupes de cheveux puis ces styles, puis... C'est ça, c'est vraiment une icône, tu sais, puis fait qu'on voit un peu à quel point, bref, est touché par cette maladie-là, puis que là, est brisée de ne plus pouvoir faire ça, puis elle espère qu'elle va être capable de le refaire, mais c'est tough, tu sais. Puis on voit aussi beaucoup d'extraits par rapport à, quelques extraits du film Love Again, là, il faut qu'elle aille faire la doublure en québécois, elle enregistre la chanson qu'elle a faite pour le film, puis c'est très difficile, puis elle peut pas la faire comme elle voudrait, parce que cette espèce de problème neurologique-là affecte ses muscles puis autour de ses poumons. Fait que c'est pas juste qu'une fois de temps en temps, elle a une crise, c'est comme toute sa voix, elle l'explique, est comme brisée. Elle a perdu son range et sa voix casse. Vraiment sa maladie là, à ce moment-là. C'est ça, puis c'est pas arrivé du jour au lendemain. Là, on comprend que ça fait un bout qu'elle était sur des médicaments puis que ça affectait certains... Elle annulait des spectacles et tout. T'sais. Fait que un peu comme Dis-moi pourquoi, c'est-à-dire que j'écoutais ça comme c'est un peu le buzz, là. Je suis curieux qu'on visionne le film, tu sais. Puis finalement, j'ai trouvé ça super intéressant, tu sais, sans être exactement non plus très voyeur, c'est pas comme une personne qui est misérable, mais c'est juste qu'elle s'ennuie de faire des spectacles, puis pas parce que les applaudissements, c'est comme, oui, dites-moi que je suis bonne, c'est plus, je veux pouvoir vous offrir un show, vous êtes je sais pas combien de milliards venir me voir parce que vous passez un bon moment puis vous aimez ces chansons-là puis il faut que je puisse vous les offrir à 110% de mes capacités puis là je suis pas capable puis ça me tue. Ben, ça fait ça depuis qu'elle a 10, 11, 12 ans. Fait que c'est toute sa vie, là, tu sais, fait que... Non, j'ai trouvé très candide, très courageuse aussi parce que je sais qu'on a fait un peu d'état dans les médias, j'avais vu ça passer. C'est ce livre sans maquillage, avec sa repousse de cheveux gris en pyjama. Elle doit approcher de 60 ans, là, je sais pas. Oui, c'est pas déjà fait, mais fait que c'est sûr que c'est une Céline, justement, plus âgée, brisée. Fait que c'est quand même touchant et émouvant de voir ça. Mais c'est surtout bien monté. Ah oui, on avait parlé. Oui, le montage, puis comme la scénarisation, là, d'avoir capté tout ça, puis comment ça coule super bien, là, genre... Fait que oui, effectivement, on est vraiment captivé par ce qui se passe. Puis on va en apprendre plus. On reste scotché là. Puis, comme je dis, moi, j'ai bien apprécié aussi ces petits moments-là où elle parle en français, où on met des extraits de chansons françaises aussi. Puis, Irene Taylor, tu as dit qu'il est la scénariste, la réalisatrice, moi, je voulais dire, de documentariste, vraiment primée, là, elle a gagné plein de prix. Ouais, elle avait été nommée aux Oscars il y a une 10-15 ans pour un Oscar court-métrage, là, en tout cas. Mais elle a gagné plein de Peabody Awards, plein de trucs comme ça. C'est genre son 12-15e docu, là, c'est pas ses premiers faits d'armes. Non, c'est ça, fait que ça se voit, elle sait comment monter ses trucs. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis allé lire un petit peu sur elle. Puis c'est comme une thématique qui revient beaucoup. Elle fait beaucoup de documentaires sur les gens qui ont des difficultés, des épreuves à surmonter. Okay. Son premier documentaire, c'était sur ses parents qui sont sourds. Okay. Et elle en a refait un plus récemment sur son garçon qui est sourd également. Puis elle a comme est entre les deux, puis elle est correcte. T'sais. Puis c'est une ancienne étudiante en journalisme à l'Université Columbia de New York. Un de ses premiers boulots, ça a été guide touristique dans les Himalayas. Puis juste ça. Ouais, juste ça. Puis elle avait fait un documentaire justement sur un vieux couple qui perdait la vue dans ce coin-là du pays. Puis ça, fait que c'est quelque chose, je pense, qui la touche. Très humain, là. Très humain, puis les gens qui font face à l'adversité, tout ça. Fait qu'effectivement, je pense que c'est la bonne personne choisie. Puis c'est ce que Céline avait dit quand elle a accepté d'ailleurs. Ouais, c'est ça, parce qu'on peut se demander, mais pourquoi elle fait ça? Puis c'est comme, je pense qu'elle fait ça pour que les gens comprennent. Ouais. Pas pour qu'on ait pitié d'elle nécessairement ou quoi que ce soit, mais juste pour dire, elle dit à un certain moment, là, je suis tanné de mentir, là, de dire j'avais une coqueluche, j'avais une streptocoque, j'ai fallu, tu sais, c'est comme, j'ai un gros problème neurologique, puis là, il faut que je travaille là-dessus, puis j'espère de tout cœur. Puis il y a comme un extrait là-dessus que je pense qu'elle a fait vraiment une vidéo comme officielle, médias sociaux, puis tout, mais tu sais, je suis pas d'un fan club, là, fait que je n'étais pas au courant de cette affaire-là. Mais ouais, c'est comme pour faire une mise à jour qu'elle sent qu'elle doit ça un peu à ses fans, tu sais.
Donc, ne ratez pas si vous voulez le voir sur les grands écrans. Ça va être là puis jusqu'à dimanche. quand même, les scènes je trouve ça cool, là, des spectacles musicaux, là, on parlait de Taylor Swift, puis tout, c'est hot quand c'est au cinéma, puis les quelques extraits qu'il y a, il y a beaucoup d'extraits, mais c'est même pas très long. Ça rentre au pas, ça sonnait en tabarouette, là, fait que let's go Céline. En parlant de sonner en tabarouette, de rugir, les bruits de moto, de vrombir. De Bike Riders de Jeff Nichols. Oui, Jeff Nichols qui va faire entre autres Mud puis Midnight Special. Moi, j'avoue que j'ai vu aucun de ses films. J'ai vu Mud il y a très longtemps avec Matthew McConaughey, puis aussi il y avait 2 jeunes, puis je me souviens plus c'est qui, mais il y en a un des deux qui est comme un acteur établi maintenant, mais je me demande si c'est pas Barry Keoghan. En tout cas, je me souviendrai plus trop. Là. Il était un genre de hors-la-loi en fuite. J'aurais de la misère de comparer ça. Ici, pas mal de grosses vedettes. Austin Butler, Jodie Comer, Tom Hardy, Michael Shannon, Mike Fice, qu'on a vu récemment dans Challengers. Puis même Norman Reedus, la vedette qui fait de la moto dans The Last of Us, qui ici joue dans The Walking Dead. Dans Walking Dead, excuse-moi, oui. Qui joue un moteur californien aux dents bien pourries. Pourrites. Je n'étais pas certain au début, c'était-tu Norman Reedus, mais je pensais même que c'était peut-être Edward Furlong. Ça aurait pu, mais c'est Reedus. Il ressemble un peu à ça aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'ils ont un peu... Ils ont des yeux semblables. C'est ça. Mais là, c'est le caméo du moteur par excellence. Là. Il n'y a pas d'arbalète, par contre, ici. On est dans les années 60 à peu près. On va suivre sur comme 8-10 ans l'évolution d'un club de motards du Midwest qui commence juste, qui est comme l'idée par Tom Hardy, qui vont juste commencer comme des enthousiastes de la moto, là, genre on fait du motocross dans le pit ensemble, on fait des courses, c'est ça qui nous rassemble, fait qu'on se fait des vestons, puis on se met à faire ça, mais tranquillement, ça va comme grossir, puis perdre un peu le contrôle sur ce sens de la fête et de la bonne camaraderie de monsieur des années 60, 50, 60. On dirait que les règles qui sont mises en place prennent un peu trop d'importance ou ils accordent trop d'importance à ce cadre-là. Oui, c'est ça, exact. Fait que ça dérape un peu. Puis tout ça est compté beaucoup par le personnage de Jodie Comer qui, assez rapidement dans l'histoire, va devenir comme la femme du jeune loup qui est Austin Butler, qui est plus un jeune loup solitaire, mais qui est un peu le... pas le bras droit, mais le protégé du personnage de Tom Hardy. T'sais. Fait que c'est comme... Puis dans le fond, c'est un peu une mise en abîme, c'est-à-dire que ce film-là, corrige-moi si je me trompe, mais est inspiré d'un roman qui est fait par un photographe qui a interviewé cette fille-là, puis cette femme-là, puis d'autres monde, il a pris des photos, il a fait beaucoup d'enregistrements audio, qui en a fait un livre. Fait que ce qu'on voit dans le film, c'est un peu Mike Fice qui joue finalement le photographe qui interviewe Jodie Comer, son personnage, au travers de tout ça. Mais c'est pas un Bike Riders de guerre de gang. C'est pas comme tout à fait c'est comme si on faisait aujourd'hui les Hells Angels ou Maurice Boucher avec le film de Luc Picard, par exemple, là, qui était un tueur à gages pour les motards et ces affaires-là. C'est vrai que ça peut être un peu trompant parce que la bande-annonce nous vend un peu ça. Oui, c'est ça. Il y a comme on voit une scène surpris. d'assassinat de 2 personnes, puis ça, c'est juste comme 5 secondes dans complètement, justement, pour dire que le club prend une autre tangente, tu sais. Mais c'est pas au cœur du récit. Non, c'est ça, on est vraiment plus dans... quotidien du monde qui veut juste oui, puis c'est plus... Il y a une lettre d'amour à l'espèce d'honneur de l'époque où, quand t'avais un différent là, entre 2 messieurs, là, tu déposais ta Budweiser, tu sacrais 4 coups de poing à la gueule, puis tu disais « T'as-tu fini? Ouais, parfait, on est chum. » C'est comme des enfants qui se battent à la cour d'école. Là. On se faisait des jambettes, là, tout le monde va en retenue, puis après ça, c'est oublié, puis finalement, on est amis. Là. C'est un peu ça qu'ils font. On se donne des coups de poing à la gueule. Au pire, on prend des couteaux, mais il n'y a comme pas vraiment de revolver. Puis dans ce film-là, il n'y a pas... Tu sais, c'est des amis qui font de la moto, fait qu'il n'y a pas tant de drogue. Puis peut-être qu'ils en consomment, mais c'est pas le cartel de genre, on rentre dans un bar, puis il faut que tu payes pour ta protection, sinon on te fait du mal. Mais quand ils ont leur blouson, à un moment donné, si tu vas trop loin dans la ville, là, tu vas pogner une autre gang qui t'aime pas, puis si t'es tout seul, tu vas te faire péter la gueule. Fait que là, ton club va vouloir aller te venger. Fait que c'est plus une affaire juste d'identification, d'identité. Oui. Fait que tu l'as dit, c'est inspiré justement du livre de Danny Lyon. En fait, c'est un beau livre qui avait été écrit, lui qui était photographe étudiant à l'époque, puis en fait, qui a fait partie de cette bande-là. La véritable identité, c'était les Outlaws et non les Vandals. Fait qu'ils ont changé ça pour le film. Il a fait partie de la gang pendant 2 ans, de 65 à 67. Fait que là, dans le film, on a allongé un peu les enregistrements jusqu'au début des années 70, jusqu'en 73. Là, mais en vraie vie, c'était plus raccourci que ça. Mais effectivement,
pour le scénario, Jeff Nichols s'est inspiré des récits, des personnages, puis ce qu'il racontait. D'ailleurs, à la fin du film, dans le générique, on voit les vraies photos tirées du film. Ça ressemble pas mal quand même. C'est ça. Fait qu'au niveau casting, c'est sûr que Austin Butler est comme plus beau que pas mal n'importe qui va incarner dans la vie, là, que le vrai Benny. Là. Puis, mais moi, je pense que j'ai plus aimé ça que toi, puis c'est correct, ça arrive des fois. Ouais, c'est ça. Je dirais que je m'attendais à quelque chose de différent. Puis vu que c'était pas ça, ça m'a agréablement surpris. Puis je trouvais que c'est vraiment comme un snapshot, une chronique, une anecdotique de cette période-là. Je sais qu'on a parlé un petit peu hors d'onde. C'est sûr qu'on aurait pu explorer en dehors plus leur famille, leur vie, tout ça. Il y a beaucoup de non-dits dans le film. De genre, justement, à un moment donné, tu penses qu'ils font ça à temps plein. Puis là, tu réalises comme ils disent de quoi, puis t'es comme, OK, c'est vraiment juste comme les soirs, les week-ends. Mais on voit juste les soirs puis les week-ends. Fait que c'est comme trompeur parce que aujourd'hui, notre vision d'un club de moto, à part si c'est vraiment un club de moto de week-end, mais d'une gang de motards, comme on dirait, ben, c'est dans la criminalité. Fait que c'est comme bizarre qu'ils en parlent pas, mais qu'ils en fassent pas. Puis c'est ça que je trouvais flou dans le film. Mais faut dire qu'aux États-Unis, c'est très populaire, ce genre de gang-là de moto. Ça faisait très partie de la culture des années 50-60. Ben, c'est ce qui arrive aussi rapidement, c'est que le monde veut ouvrir des chapitres. Puis qu'à un moment donné, c'est que tu perds le contrôle sur qui sont les membres et tout. Ouais. Fait que donc, tu perds les valeurs de base de qu'est-ce qui vous unisse. Mes réserves, c'est pas. J'ai pas haï ça, c'est que j'ai aimé aussi l'espèce de format différent de mélange d'entrevues puis de revenir là-dessus qui pourrait être chaotique, mais qui est vraiment intéressant dans sa manière d'être, dans la manière dont il nous conduit. Puis, mais c'est juste que je pense que c'est parce qu'on est l'été puis qu'ils ont présenté ce film-là. Puis au travers de comme du blockbuster de la semaine et tout, qu'il y en a beaucoup que j'ai aimé, Fury Road, Fall Guy, on a parlé, d'autres qui m'ont laissé plus mi-figue, mi-raisin. Puis celui-là, j'étais là, yes, ça va être comme le indie movie, c'est mon genre préféré, les films indépendants américains, parce que ils ont du budget, mais qui sont à champ gauche. Fait que, je voulais un 5 étoiles. Là. Je voulais un film qui va être emblématique, puis qu'on va réécouter encore et encore. Fait que mes attentes étaient trop hautes. Fait que comme le film est pas à cette hauteur-là avec les comédiens, Tom Hardy, qu'on sait même pas c'est quoi sa vraie voix dans la vie parce qu'il y a des accents puis des hauteurs de voix différentes à chaque film. J'étais comme ok, j'aurais, comme je te disais en blague, c'est comme si tu as tes 3-4 meilleurs étudiants, là, puis là, en tant que prof, puis là, tu dis, hey, eux, là, ils vont me faire un travail de session de fou qui va être mon référent d'année en année. Puis là, ils ont genre 74%, puis là, t'es comme, ben, je pensais qu'ensemble, vous auriez fait 110%, puis c'est comme, ben, c'est correct, mais j'espérais que, fait que je suis un peu sévère là-dedans, mais c'est moi, mais tu sais, je recommande le film à n'importe qui est comme, qui a un moindre intérêt pour, là, c'est pas un accident de moto, justement. Non, on s'entend que c'est pas un chef-d'œuvre, tu l'as dit, c'est pas un film qui va devenir... Je pense pas qu'il va être aux Oscars, là, vraiment. Peut-être une super faute de soutien. Peut-être Jodie Comer, qui est vraiment très bonne, mais d'ailleurs, moi, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est les comédiens, là. Austin Butler, Hardy et Comer forment un trio vraiment très, très bon. C'est ça, il est très James Dean... Ouais, c'est ce qu'on parlait d'entrée de jeu, justement. Butler, il exude ce sex appeal-là, puis Hardy, ce côté-là un peu plus ballon de Brando. C'est ça, espèce de papa protecteur, là. Mais c'est ça, je pense que sur les plateaux, il est un peu... Il est pas problématique, mais je pense qu'il faut que tu le laisses aller un peu. Ouais, là. Il est un peu sa propre... chien sans laisse. Là. Puis c'est comme, moi, le personnage, je le vois de même, fait que je le joue de même. Là. Ça se peut-tu qu'il y a des Jack Nicholson aussi qui étaient comme ça? Pas puis du monde que... T'es laissé aller, puis... Mais puis d'ailleurs, c'est ça Cage est comme ça aussi. C'est Cage, puis la référence à Brando dans le film, c'est que justement, c'est en voyant le film The Wild One qui lui donne ce goût de faire de la moto, là, un film iconique de Brando, justement, où il jouait un motard et tout ça. Là, fait qu'il a un peu lancé cette mode-là à ce moment. Mais oui, mais j'ai repensé au film par la suite, puis j'étais comme, c'est vrai que la moto, c'est comme quelque chose que j'ai toujours voulu faire, mais que j'ai jamais fait. Puis à un moment donné, j'étais à l'âge où je réalise qu'il y a plus de dangers et de dépenses d'argent. On dirait que j'ai raté ma fenêtre. Là. Au pire, dans 2-3 ans, là, ma crise de la quarantaine, là, peut-être que ça sera là. Mais puis j'ai des amis aussi dans les dernières années qui ont passé leur permis de moto, puis un an plus tard, ils en font comme plus parce que là, avec les enfants, puis là, j'ai plus le temps, puis là, blablabla. Là, fait que bref. Mais, c'est le trip de la COVID, comme bien du monde, je pense. Ouais, peut-être, c'est ça. Je fais un tour de moto, puis je fais mon cours, puis après, je peux faire un détour, tu sais. Puis...
Mais j'étais comme, pourquoi dans mes gangs d'amis, là, tu sais, j'ai 2-3 gangs différentes, dépendamment d'où on se connaît, puis que ça fait 5-10 ans qu'on se lâche pas. Ça devrait avoir plus comme de t-shirts, puis on devrait se faire des cotons wattés de, tu sais, de nos inside jokes. Je sais qu'il y en a qui en font, ou surtout des bachelors, puis des affaires de même, là. Mais je suis comme, ouais, on devrait faire ça, là, du streetwear, là, des vêtements, une casquette que, tu sais, comme même mon ami qui est au Lac-Saint-Jean, ben, il apporte lui aussi, puis tout le monde, c'est quoi ça? Ah, ben ça, c'était avec ma gang de chums de telle époque, on s'appelle les de même. On a déjà nos conversations Messenger avec nos noms puis nos affaires, puis je suis comme, ouais, on pourrait payer 50$ pour faire un coton watté de les enfants spéciaux. Fait que, bref, peut-être à suivre si vous voyez un gars avec une casquette weird au Lac-Saint-Jean, ben, peut-être qu'il fait partie de ma gang. Puis étonnez-vous pas, si jamais vous voyez le film, qu'il y a des relents de Goodfellas. C'est complètement assumé par Jeff Nichols, qui était justement le modèle à suivre, justement d'explorer un monde qu'on connaît moins. Là, c'était le crime organisé, les mafiosos dans Goodfellas. Là, c'est ce groupe de motards-là, mais ils introduisent ça un peu comme ça, justement, avec cette personne-là qui vient d'extérieur. Donc, fait que c'est ça. Fait que c'est un clin d'œil bien, bien assumé, surtout là, dès le départ, avec l'espèce de freeze frame où on arrête sur l'image. Oui, c'est tout ça. Là, fait que bref, puis ce qui est intéressant, c'est que le film devait sortir l'an dernier, je ne sais pas si tu te rappelles. Oui, puis c'était pas... Sous une autre bannière. C'était Fox, je pense, qu'il l'avait. Oui, effectivement, c'était Fox, c'était Disney qui avait ça. Puis le réalisateur est revenu un peu sur cette controverse-là parce que... Eux, ils ont comme droppé le film. Ben, c'est pas ça, c'est pas tout à fait ça, mais ça a été amené comme ça dans les médias. Puis à ce moment-là, on pouvait comme pas trop en parler. C'est parce que, en fait, le producteur New Regency, qui est derrière le film, c'est eux qui ont financé complètement le film. Donc Disney agissait comme distributeur seulement. Et New Regency avait une entente de distribution, puis ils sont sur le lot sur les bureaux de Fox, là, qu'on appelle les lots en Californie. Là. Fait que, comme Disney avait comme pas le choix du premier regard là, d'accepter. Fait qu'ils avaient décidé de le distribuer, mais je pense qu'il allait un peu à reculons. Puis New Regency l'ont un peu senti. Puis, entre-temps, ils avaient sorti The Northman, Robert Eggers, avec un autre studio. Oui, puis lui, c'était sorti par Universal. Effectivement, avec Focus, justement. Puis, ils avaient vraiment plus aimé cette relation-là. Fait que quand ils ont senti un peu de réticence de la part de Disney, ils ont eu la permission de le magasiner. Oui, c'est ça. Dans le fond, vous, ça vous tente pas de le sortir. Ça dérange qu'on va ailleurs. C'est ça. Fait que Disney, on dit, OK, c'est correct. Fait que c'est comme là. Fait que c'est pas un désaveu de Disney, c'est juste qu'ils ne sont jamais vraiment montrés hyper intéressés. Puis là, finalement, Focus Features ont décidé c'est ça. C'est ça. Fait qu'aux États, je pense que c'est Focus, mais nous autres, ça rentre comme Universal. C'est ça, la loi des majors. Puis tout. Fait que des fois, il y a toutes sortes de petites affaires dans le monde de la business, du côté... parce que c'est mieux le show business. C'est quand même toujours fascinant. En tout cas, moi, ça m'intéresse toujours. Mais les jeux de coulisses quand même. Oui, c'est ça. Puis c'est curieux parce que, tu sais, je veux dire, tant mieux que ça a fonctionné, mais Northman n'a vraiment pas marché au box-office, mais ils ont dû aimer la stratégie, puis comment c'est traité, puis tout. Mais ça, après ça, c'est pas nécessairement de leur faute si le public n'était pas au rendez-vous pour ce genre de film-là et tout. Là. Puis, dernière ironie du sort, Jeff Nichols devait à l'origine tourner A Quiet Place Day One, qui sort la semaine prochaine. Ouais, OK. Ouais, fait qu'il avait été approché par John Krasinski, qui aimait justement la filmographie, avait aimé les films de Nichols. Puis justement, quand il a finalement soumis son premier jet de scénario, je pense que ça correspondait pas tout à fait à la vision de Krasinski. Puis c'est pour ça il y avait ben trop de motos, il faut que ce soit silencieux. Voilà, ça marche pas. Ça marche pas. Fait que c'est un peu ça. Il s'est senti qu'il a essayé d'amener sa sensibilité, son univers à l'univers de Krasinski, mais que le fit était peut-être pas très bon. Puis, fait que c'est pour ça qu'il dit, ben regarde, on va aller chacun de notre bar à ce moment-là, puis on n'est pas fâché, mais ça arrive souvent, là, effectivement. Oui. Tu veux travailler avec quelqu'un, puis finalement, le fit n'est pas tout complet. Fait que c'est quand même drôle que finalement, entre-temps, après ça, il est allé tourner Bike Riders. Oui, c'est ça. Il sort une semaine d'intervalle, oui, exact. Fait que, voilà, on tombe, crime, on en a de la jasette aujourd'hui. Ouais, c'était quand même un bon programme. Rapidement, autre sortie, Rétrothérapie de Élodie Lélu, qui est une adolescente assez introvertie, va commencer à s'éveiller davantage à la vie au contact de sa grand-mère. C'est-à-dire que rapidement, c'est que sa grand-mère va détériorer un petit peu, faire de plus en plus d'Alzheimer, de perte de mémoire. Sauf que c'est sa grand-mère maternelle et sa mère est décédée depuis plusieurs années. Fait qu'elle se retrouve, elle, avec son père, donc qui est comme le gendre, si on veut, de la grand-mère, à s'occuper d'elle. Sauf qu'elle est comme, on comprend que la grand-mère est comme en froid avec le père
père qui est joué par Olivier Gourmet, qu'on a vu il n'y a pas si longtemps déjà dans Les Tortues. Ouais. Fait que ce qui va arriver, comme on voyait un petit peu dans Tu te souviendras de moi il y a quelques années au Québec, c'est que là, la jeune fille, la grand-mère va comme la mélanger puis prendre sa petite fille pour sa fille décédée, comme à l'âge qu'elle avait, donc la différence d'âge, blablabla. Fait qu'elle va s'ouvrir sur elle, puis la grand-mère était une ancienne militante féministe, dans le fond. Fait que tout ce contact-là va comme résonner entre eux, mais elle est en froid avec le père. Lui, il veut la sortir de la maison, on vend la maison, puis il faut la placer, là. Qu'est-ce que tu veux faire? Sauf qu'eux, ils veulent plus s'installer là, puis tout. Fait que ça va créer comme une espèce de triangle de tension au travers de ça. Dans quelque chose de quand même... Ben, c'est pas une comédie dramatique. Là. Tout n'est pas tourné à l'absurde, là, mais il y a une certaine légèreté et tristesse au travers de tout ça. T'sais. Puis le fameux secret de pourquoi la grand-mère blaire pas le père, puis qu'est-ce qui s'est passé là-dedans. T'sais. Fait que voilà. Mais ça m'a rappelé aussi, il y en a eu quand même des films sur qu'on pourrait dire l'espèce de deuil d'indépendance, donc souvent par l'Alzheimer, la perte d'autonomie, etc. Puis ça avait un peu été malmené parce que tout film sorti en 2020 n'ont pas eu l'exposure qu'ils devaient avoir. Puis ça s'appelait Une vie démente, qui était, je pense, un film belge, où c'était comme un couple qui voulait avoir des enfants, puis sauf que là, lui, il fallait qu'il commence à s'occuper de sa mère. Fait que tu avais tout ce parallèle-là de... On met notre vie familiale puis avoir des enfants en pause, mais finalement, tu t'occupes de ta mère qui ressemble de plus en plus à un enfant adulte à cause de ça, de cette démence-là qui démarre. Là. Ben, je sais qu'il y a une différence quand même entre la démence et l'Alzheimer. Là. Fait que, voilà, fait que c'est comme des thèmes qu'ils retrouvent au travers de ça dans un film comme très sympathique de genre 1h25, là, très efficace pour rétrothérapie. Donc, vous voyez la blague de thérapie par... Est-ce que ça te fait du bien que j'embarque dans tes... genre d'hallucination où finalement on est mieux de casser ça, tu sais, qu'est-ce que tu fais comme un peu d'un somnambule, tu le réveilles pas, tu t'entretiens ça. Il y a aussi la comédie d'action Thelma de Josh Margolin, qui est un film américain où à Los Angeles, une dame de genre 95 ans, 93 ans, qui va être victime de fraude et décider de se flexer de sa famille puis de la résidence où elle est pour aller récupérer son argent avec un de ses amis âgés aussi. Fait que comme une version comique de Beekeeper. Fait qu'au lieu que... toi, tu l'avais pas vu, le Beekeeper, c'est ça, mais c'était comme la madame se faisait frauder, puis là, elle capotait tellement qu'elle se suicidait, puis là, cette dame allait péter des gueules, puis tout brûler. Puis finalement, c'est une grosse machination. Là, c'est elle qui décide de se venger elle-même, fait quelque chose de quand même léger, le genre de comédie... Je sais même pas si on dirait comédie d'action, là, juste comédie globalement. Mais c'est June Squibb, puis son ami est joué par c'est Richard Roundtree, lui qui était le... Shaft, exactement. Oui. C'est ça. Très sympathique. Puis je pense qu'il est décédé depuis. Si je me trompe pas, il me semble que j'ai lu rapidement. Là, il a dû mourir cette année, puis ça a été tourné il y a 1 an et demi, 2 ans. Là. Fait que je pense que c'est son dernier film. Puis écoute, c'est ça. C'est ça. Excellent. C'est tout. Fin des films pour le week-end. Je sais qu'il y en a aussi beaucoup qui vont juste retourner. Allez voir Inside Out, qui est quand même la grosse offrande familiale depuis la semaine dernière. La semaine passée, plein de longs films. A Quiet Place Day One, qu'on vient de parler, de Michael Sarnowski. À voir. Kinds of Kindness de Yorgos Lanthimos, très attendu, qui prenait l'affiche en fin de semaine aux États-Unis d'Amérique. Puis, en parlant des États-Unis d'Amérique, Horizon, An American Saga, Chapter 1, qui divise quand même, je pense, ce projet ambitieux de diptyque de $100 millions western de Kevin Costner. Je t'en reparlerai, mais j'ai réécouté Dances with Wolves et là, je veux écouter Open Range, puis peut-être une couple d'autres qui jouent dedans. Lequel, est-ce que Wyatt Earp. Ouais, c'est ça. Il l'a pas réalisé, mais qui joue dedans, mais il est aussi 3h10. Ouais, fait que là, je peux pas juste écouter des westerns. Puis Dances with Wolves, c'était-tu la version longue de 4 heures? Ou... non, ça doit être l'original de 3 heures. Honnêtement, je l'avais déjà vu il y a plusieurs années, mais j'étais curieux de le revoir, mais... Je sais pas qu'est-ce qui ajouterait de l'heure de plus. Là. C'est comme des trucs ici, là. C'est comme on dit slow TV, c'est comme du slow movie, là, au rythme des journées, puis qui se rapproche des Premières Nations, des Sioux, fait que... Des Sioux, pardon. Puis, fait que... bref, je vois pas qu'est-ce qu'il y aurait de plus dans l'heure, là, mais... c'est parce que si tu faisais ce film-là... tu pourrais le faire en 1h30, mais ça serait juste vraiment plate. Il faut comme qu'il dure assez longtemps pour être ce qu'il est. Là. Moi, c'était un de mes films fétiches. Fait que quand j'ai vu la version longue, je me rappelle plus trop des petits changements. C'était pas énorme, mais vu que je capotais sur le film, c'était comme... C'est ça.
C'était le fun. Fait que, bref, on vous parle de ça et des fesses de Kevin Costner la semaine prochaine. Pour nous contacter, écrivez-nous au balado@commercialmonciné.ca et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori de la province. Et j'en profite. Oui, il y a notre épisode spécial de balado sur « Dis-moi pourquoi ces choses sont si belles », mais toi aussi, tu as écrit un entretien que tu avais fait précédemment avec Mylène Mackay, mais aussi Alexandre Goyette dans le magazine, donc en version papier ou numérique. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations. Sur ça, moi, je vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, puis si jamais vous avez le goût de rejoindre un clip de moteur, là, renseignez-vous, faites vos recherches, parce que ça se peut que vous vous retrouvez avec pas trop des enfants de cœur. Oui, pas toujours facile d'en sortir non plus.